يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs et fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir, très heureux de vous retrouver, les pros de l'écho, votre programme 100% économie qui chaque semaine tente de vous éclairer sur les problématiques et les dossiers chauds de l'économie nationale et internationale. Ce soir, direction les États-Unis où nous allons une nouvelle fois nous attarder sur la situation des banques et des marchés financiers après une nouvelle faillite enregistrée par la First Republic Bank, rachetée dans la foulée in extremis par JP Morgan. Une faillite qui n'est pas pour rassurer les opérateurs économiques et les investisseurs car il s'agit de la troisième grande banque américaine qui tombe, faisant craindre l'effet domino. Alors nous tenterons également de nous pencher sur le rapport de la Fed concernant la faillite de la Silicon Valley Bank, plus de 160 pages pour nous expliquer bien, que la Réserve fédérale a été laxiste. Le document révèle un certain nombre de défaillances, entre autres. Vous l'aurez donc compris, une semaine mouvementée sur les marchés américains, ponctuée par une réunion hier de la Banque centrale américaine, à l'issue de laquelle une 10e hausse du taux d'intérêt de 25 points a été prononcée par le patron de la Fed, Jérôme Powell. Que se passe-t-il dans les coulisses de la finance américaine? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour répondre à cette question et à bien d'autres, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir trois fins experts du monde de la finance. Abdrahmi Bessaha, vous êtes senior économiste au FMI, vous êtes également avec nous au téléphone depuis Washington. Bonsoir à vous professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors à environ 1000 km de vous, cher professeur, à Chicago, nous rejoint également via Skype Jalel Bousmina. Vous êtes analyste des marchés financiers. Merci à vous également. Donc, et pour m'accompagner sur le plateau, j'ai le plaisir également d'accueillir ce soir Kamel Digger. Vous êtes expert international en finance. Soyez le bienvenu sur Al24 News, monsieur. Merci, monsieur Batas. Bonsoir. Alors je le disais donc avant de lancer ce débat qui s'annonce d'ores et déjà passionnant, retour sur cette semaine mouvementée au niveau des marchés et des banques américaines dont ce sujet est préparé par la rédaction des pros de l'écho. La Fed relève son taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage. Il passe de 5% à 5,25%. Il n'y aura pas de répit au mois de mai. L'économie américaine fait le choix de continuer la lutte contre l'inflation. Là aussi, quoi qu'il en coûte. Nouveau tour de vis donc et une réunion du comité de politique générale de la Fed est venue clore une semaine mouvementée pour les banques et les marchés financiers. À New York et ailleurs, l'on vit désormais au rythme des courbes et des conférences de presse du patron de la Fed. The FOMC raised its policy interest rate by a quarter percentage point. Le FOMC a relevé son taux directeur d'un quart de point de pourcentage depuis le début de l'année dernière. Nous avons relevé les taux d'intérêt d'un total de 5 points de pourcentage afin d'adopter une politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2% au fil du temps. Nous poursuivons également la réduction de nos avoirs en titres. À l'avenir, nous adopterons une approche dépendante des données pour déterminer dans quelle mesure un renforcement supplémentaire de la politique pourrait être approprié. Plus tôt dans la semaine, une nouvelle banque a fait faillite. Après la Silicon Valley Bank et la Signature Bank au mois de mars, la First Republic Bank emprunte le même chemin, ouvrant la voie à la reprise de ses dépôts et de l'essentiel de ses actifs par JP Morgan. La panique des déposants qui avait provoqué 2 mois plus tôt les premières chutes de banques régionales pouvait-elle être évitée? Surtout, quels enseignements peut-on désormais tirer de la faillite de la First Republic Bank? Les conditions dans ce secteur se sont globalement améliorées depuis début mars et le système bancaire américain est solide et résilient. Nous continuerons de surveiller les conditions dans le secteur. Nous nous engageons à tirer les bonnes leçons de cet épisode et nous travaillerons pour empêcher que de tels événements ne se reproduisent. Comme première étape de ce processus,
Nous avons publié la semaine dernière l'examen par la vice-présidente de la surveillance Barr, de la surveillance de la réglementation de la Silicon Valley Bank par la Réserve fédérale. Aux États-Unis, la garantie des dépôts est plafonnée à 250 000 $. Plutôt fortuné, 68% des dépôts de ses clients dépasseraient largement ce seuil selon Forbes et ne sont donc pas assurés par le FDIC ou le Federal Deposit Insurance Corporation, organisme américain de garantie des dépôts. Vous savez, je pense que ne pas être en récession est, à mon avis, plus probable que de l'être. Mais ce n'est pas non plus une certitude, je n'exclus pas cela. Il est possible que nous ayons ce que j'espère être une légère récession. Au moment où la presse américaine s'interroge sur un éventuel effet domino, les craintes autour des bank runs ou ruées sur les banques de la part des déposants n'est pas sans effet sur la volatilité des marchés et la confiance des investisseurs. Pire que cela, la peur de la contraction inévitable du niveau de crédit, moteur de l'économie américaine, fait son apparition et auquel cas, celle-ci n'épargnerait personne selon les experts financiers. Jeudi, les places européennes ont ouvert en repli, tiraillé entre la décision de la Fed et celle en amont de la BCE. Paris cédait 0,30%, Francfort 0,21%, Milan 0,26% et Londres à moins de 0,24%. Dépassant les 40 milliards de dollars en novembre 2021, la capitalisation de la First après rachat par JP Morgan est ramenée en deçà de 0,6 milliards de dollars en séance vendredi dernier. Allez, il est temps à présent de lancer ce débat. Depuis Chicago, Monsieur Bousmina, on va commencer avec vous. Alors la First Republic Bank, nous le disions, met la clé sous le tapis, rachetée in extremis par JP Morgan. Il s'agit de la troisième banque américaine à faire faillite en quelques semaines. Alors que se passe-t-il, Jalal Bousmina, au juste aux États-Unis ? Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à vos invités. Ce n'est pas la langue que je pratique, mais l'essentiel, c'est que l'idée soit comprise. Bien entendu. Le marché financier américain est actuellement caractérisé par un tight financial environment en raison de la politique de la Fed qui vise à relever des interest rates pour faire face à l'inflation, oui. Inflation rate élevé. Cet environnement a mis les banques américaines, en particulier community and regional banks, dans une situation difficile pour deux raisons principales que je vais essayer d'expliquer. La première raison, c'est le retrait des dépôts, car les interest rates sur les dépôts sont faibles et ne dépasse pas 1% par an dans les meilleurs des cas, comparativement à l'investissement dans les obligations et leur rendement qui atteint at least, je pense, 5% après les hausses des interest rates. Oui. La deuxième raison étant les pertes non réalisées sur les actifs des banques, car une grande partie de ces actifs sont des obligations. Des interest sur ces obligations est inférieur à celui actuel et c'est ce qui réduit leur valeur par rapport à leur valeur d'achat. Et ce qui cause des pertes pour les banques qui deviennent effectives si ces obligations sont vendues avant leur date d'échéance. Date d'échéance, oui. Et c'est ce qui s'est produit exactement avec les trois banques qui ont échoué jusqu'à présent, avec bien sûr quelques différences. En ce qui concerne l'échec de la First Republican Bank, comme nous le savons, c'est une banque qui connaît comme la banque des riches. Alors c'est-à-dire qu'une grande partie des dépôts dépasse la valeur de 250 000 $. Oui. Oui. Alors on va revenir vers vous parce qu'il semblerait qu'il y ait un petit problème de liaison. Alors, professeur Bessaha, j'ai envie de vous poser un peu la même question qu'à monsieur
Bousmina, la First Republic Bank, met la clé sous le tapis, professeur, acheté in extremis par JP Morgan. Jalel Bousmina le rappelait à l'instant, il s'agit de la troisième banque malheureusement qui fait faillite à peu près dans les mêmes conditions. Que se passe-t-il aux États-Unis, professeur? Chère audience, bonsoir. Bonsoir, professeur. Merci pour cette opportunité de participer à cette émission économique télévisée de premier plan. Une autre grande banque américaine a fait faillite à la fin du mois d'avril. Mais tôt le 1er mai, les régulateurs ont annoncé la fermeture de cette banque, une banque qui est basée à San Francisco. Tous ces dépôts d'une valeur d'environ 93 milliards de dollars et la plupart des quelques 200 milliards d'actifs 200 milliards d'actifs qu'elle détient seront vendus à JP Morgan Chase, la plus grande banque du monde en termes de capitalisation boursière. L'accord conclu après un week-end frénétique de négociations avec plusieurs acheteurs potentiels, signifie que tous les déposants de First Republic Bank conserveront l'accès à leurs ressources financières, qu'ils soient assurés ou au-delà de la marge d'assurance. First Republic Bank a commencé à donner des signes de vulnérabilité après l'effondrement de la SVP au début mars. Ce qui n'était pas connu. Les deux banques avaient beaucoup de déposants non couverts par l'assurance dépôt fédérale de 250 000 $, c'est ici dessus, qui ont tendance à ne pas être stables. Ce sont des dépôts instables. La base de dépôt de First Republic Bank s'est effondrée au premier trimestre de l'année 2023, passant de 176 milliards fin 2022 à 104 milliards de dollars fin mars. La banque s'est tournée alors vers des emprunts à court terme coûteux, dont certains auprès des facilités d'urgence de la Réserve fédérale pour combler l'écart de financement. Les prêts qu'elle avait consentis lorsque les taux d'intérêt étaient bas ont chuté en valeur, suscitant des inquiétudes quant à la solvabilité de la banque. Comme d'autres banques américaines qui se sont effondrées récemment, First Republic Bank a souffert de la baisse de la valeur des actifs causée par la hausse des taux d'intérêt et des sorties de dépôt. En bref, First Republic Bank a dû faire à une version plus extrême du problème rencontré par d'autres prêteurs. La hausse rapide des taux d'intérêt a frappé les banques américaines des deux côtés du bilan. Leurs actifs sous forme de prêts et d'obligations valent moins grâce aux taux d'intérêt élevés. Leurs engagements sous forme de dépôt sont de moins en moins compétitifs par rapport aux fonds monétaires américains très liquides et sûrs qui offrent des rendements de près de 5%. Le 1er mai donc, les succursales de la First Republic Bank ont ouvert en tant que succursale de la Morgan Chase. Le géant bancaire a récupéré le prêteur californien en difficulté lors d'une vente aux enchères organisée par la FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, un régulateur au cours du week-end. JP Morgan achètera tous les dépôts pour un montant d'environ 100 milliards de dollars. Très bien, professeur. Très bien, professeur. Merci pour cette entrée en matière tout en chiffres et en détails. Alors, je vais me tourner vers vous, Kamel Digol. Donc, depuis la faillite de la SVB Bank, rappelez-vous, c'était au mois de mars dernier, l'on nous dit que rien n'est à craindre. Et voilà que la Fed sort ce fameux rapport dans la foulée de la chute inattendue, du moins chez les non-initiés du secteur financier et bancaire de la First Republic Bank. Comment expliquez-vous ce qui arrive ? Tout à fait. Je pense que le rapport de la Fed, il se veut rassurant. Il veut montrer une certaine maîtrise de la situation. Il réaffirme, si vous voyez l'introduction qu'a faite M. Barr, il réaffirme la solidité du système bancaire américain en disant qu'il est basé sur du capital, sur de la liquidité. Donc il ne remet pas en cause sa solidité, il réaffirme ça. Et il pointe clairement du doigt le management de la banque. Il essaye d'expliquer que ce management a mal géré le risque, a mal évalué le risque, a mal compris le risque de liquidité auquel il faisait face et a pris de mauvaises décisions. Il ne lie pas directement la situation à la base du taux d'intérêt, mais il essaye d'expliquer ça par un mauvais management. Malgré ça, il admet aussi qu'il y a un manque de régulation, que les contrôleurs ont été, d'après ses dires, plus ou moins laxistes, pas assez, plutôt complaisants, que même ayant compris les risques, ils n'ont pas poussé le management à prendre les décisions adéquates. Les décisions adéquates. Il met en exergue la gouvernance de la banque,
qui n'a pas changé. Les méthodes de gouvernance n'ont pas changé malgré qu'il y avait une expansion de l'activité. La banque a grandi entre-temps, mais les méthodes de gouvernance n'ont pas évolué. Et que le management de la banque était plutôt jugé et incité à voir le court terme qu'à prévoir le long terme. D'ailleurs, il lit les bonus et les salaires du management. Exactement. Il dit clairement qu'ils n'ont pas été incités à être prudents, mais plutôt incités à prendre des risques à court terme sans en voir les conséquences. En général, c'est le même son de cloche que l'on entend à chaque fois qu'une banque aux États-Unis est faillite. Mais là, il s'agit de la troisième banque. Donc, est-ce que la Fed va nous pondre encore nouveau rapport, d'après vous, pour expliquer les mêmes raisons en ce qui concerne la faillite de la First Republic Bank? Je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ça veut dire que quand on lit le rapport, il est, disons, assez raisonnable. Il est techniquement très, très développé. On parle de 160 pages, bien étoffées, bien détaillées. Ouais. Je pense qu'ils se veulent l'avocat d'eux-mêmes, peut-être. Oui. Ils se défendent assez bien. Il y a une partie qui est assez vraie. Le management de la banque a vraiment failli à considérer les risques. Disons-le clairement, Kamel Deagle, est-ce que ce rapport, au fond, sert à justifier la poursuite de la politique anti-inflationniste de la Fed? Oui, en quelque sorte. Tout à fait. Et en même temps, il essaie de rétablir une certaine confiance afin disons, retarder ou décélérer le phénomène de la fuite des dépôts. Très bien, Kamel Deagle, merci pour cette première lecture dans ce rapport de la Fed. Djelal Bousmina, je vais vous poser à vous également la même question. Alors donc, la Fed, je le disais, voilà, à l'instant, elle a publié ce fameux rapport qui est assez exhaustif, disons-le, sur le cas de la faillite de la SVB Bank, dans lequel on apprend que les défaillances et des erreurs ont été commises de part et d'autre. Quel est l'intérêt de ces conclusions et est-ce que l'objectif final ne serait pas de préparer les esprits vers une généralisation des règles dites de Bâle III, comme le disent déjà quelques experts? Merci pour la question. En fait, le rapport publié par des Supervision and Regulation Department de la Fed, c'est un rapport spécial consacré à la Silicon Valley Bank, mais il s'agit en réalité d'un rapport ordinaire qui concernait l'une des missions de la Fed qui consiste à réglementer et superviser. L'importance de ce rapport réside dans le fait qu'il concerne l'une des banques en faillite en Amérique et explique plus ou moins les raisons de l'échec de cette banque. Selon le rapport, les raisons de son échec sont liées à deux facteurs principaux. Le premier est le manque de surveillance financière de la part de la Fed et le second est une mauvaise gestion des risques de la part de la banque qui a investi une grande partie de ses obligations qui a investi une grande partie de ses actifs en obligations. Oui. Obligation. The earnings report de la banque pour le premier trimestre de l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2023, indique justement qu'elle a investi 91 milliards de dollars dans des obligations gouvernementales, ce qui représente 50% des 1,7% à peu près de taux d'intérêt financiers investis dans ce type d'investissement. Et c'est ce qui est en train entraîner des grandes pertes non réalisées. Le rapport contient des données réelles, mais n'a pas vraiment abordé la raison directe pour laquelle les banques se trouvent dans cette situation difficile. C'est-à-dire la politique monétaire stricte de la Fed américaine qui a rendu les actifs des nombreuses banques underwater en raison des interest rates élevés. Très bien. Ce qui concerne l'imposition d'une réglementation plus stricte aux banques, je pense que oui, c'est nécessaire, et en particulier en ce qui concerne les investissements des actifs des banques.
Mais jusqu'à présent, ce que la Réserve fédérale américaine a fait, c'est qu'elle a permis aux banques d'obtenir des prêts à court terme d'une durée d'1 an pour faire face aux problèmes de liquidité. Je pense que l'objectif actuel de la Fed américaine, c'est réduire le risque de liquidité et gérer la période actuelle. Quand à Basel III, qui est le résultat de la crise économique mondiale et qui a mis en place un ensemble de réglementations pour assurer la stabilité des banques, et il commencera à être mis en œuvre en juin de cette année. Mais je pense pas que le rapport de la Fed soit en rapport avec Basel III, bien qu'il soit possible d'imposer une surveillance accrue aux banques dans l'avenir. Et en particulier en ce qui concerne la gestion des risques. En tout cas, la Fed sait très bien que sa politique monétaire causera des difficultés économiques et des perturbations de liquidité, et elle n'a pas d'autre choix que de continuer à élever des interest rates, comme elle a déclaré qu'elle ne réduirait pas les intérêts cette année. Parfait, Jalal Mousmina. D'ailleurs, les États-Unis sont le pays ayant le marché le plus libre, mais en revanche, le plus régulé en général. C'est le pays le plus contrôlé économiquement par la Fed. Exactement. Et par sa politique monétaire. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui montre que ce n'est pas seulement l'économie américaine qui est affectée par la politique de la Fed, mais la majorité des pays du monde. Très bien, en d'autres termes, la Fed oriente indirectement l'économie mondiale. Parfait. Prochaine question à vous, et c'est la même question, professeur Bessaha. J'aimerais avoir également votre lecture quant aux raisons qui ont poussé la Fed à publier ce rapport concernant la faillite de la SVB Bank. Pourront expliquer les principales raisons peut-être? Revenons brièvement sur le cas de la faillite de la Silicon Valley Bank du début de mars 2023 pour prendre connaissance des conclusions contenues dans le rapport publié le 1er mai par le Conseil des gouverneurs de la Federal Reserve Bank, la Banque centrale fédérale des États-Unis. Alors, en ce qui concerne les conclusions du rapport sur la faillite de la SVB, parlons du diagnostic. Les 4 principaux points à retenir dans ce rapport, c'est le conseil d'administration et la direction de la Silicon Valley Bank n'ont pas réussi à gérer les risques liés au taux d'intérêt et à la liquidité de base. 2, les superviseurs de la Fed n'ont pas pleinement apprécié l'étendue des vulnérabilités à mesure que la SVB augmentait en taille et en complexité. Oui, c'est ce qui est expliqué dans la première lorsque partie, les superviseurs ont identifié les vulnérabilités, ils n'ont pas pris suffisamment de mesures pour s'assurer que la banque prenne en charge ces problèmes. Le 4e point, c'est le changement d'orientation de la politique de surveillance de la Fed qui a entravé l'efficacité de la surveillance elle-même du fait de l'affaiblissement de certaines normes et de l'accroissement de la complexité de la surveillance. Parallèlement à ces points, le rapport indique premièrement la combinaison des médias sociaux d'une base de déposants connectés et concentrés au niveau du secteur de la technologie a peut-être fondamentalement modifié le rythme auquel se produisent les ruées bancaires. Les médias sociaux ont permis aux déposants de faire part instantanément de leurs inquiétudes concernant une panique bancaire. La technologie a donc contribué à des retraits immédiats de financement. Deuxièmement, les difficultés d'une entreprise peuvent donner lieu effectivement à des effets systémiques par le biais d'une contagion. Les inquiétudes concernant une entreprise se propagent à d'autres entreprises, même si celle-là n'est pas extrêmement grande, fortement connectée ou impliquée dans des services financiers critiques. Troisième leçon, cette expérience a mis en évidence l'importance des capitaux propres des banques.
alors que la cause immédiate de l'échec de SVB était une crise de liquidité. Le problème sous-jacent était l'inquiétude quant à sa solvabilité. Oui. Face à cette situation, vu l'évolution des risques au niveau du système financier, les autorités américaines visent à renforcer le cadre de surveillance et de réglementation ainsi que la capacité à évoluer et à identifier les risques nouveaux et émergents. Ceci permettra de renforcer in fine la résilience du système bancaire et financier et concentrer l'attention sur des facteurs de risque spécifiques en développant le cadre relatif aux normes du capital, mettant en œuvre les règles finales de Bâle III, utiliser des scénarios multiples dans les tests de résistance des banques et mettre en place une règle d'encadrement de la dette à long terme. Je continue en ce qui concerne donc les mesures spécifiques que les autorités américaines comptent prendre dans les deux domaines de la surveillance et de la réglementation. Le premier point, renforcement du cadre de surveillance. La première mesure, c'est améliorer le rythme, l'intensité et l'agilité de la supervision à mesure qu'une entreprise s'accroît en taille et en complexité. 2, assurer une plus grande intensité dans la supervision d'un établissement bancaire au fur et à mesure que le portefeuille de cette banque s'accroît. 3, être attentif aux risques particuliers posés par les entreprises à croissance rapide, aux modèles commerciaux concentrés ou à d'autres facteurs particuliers qui pourraient poser quelle que soit la taille de l'effectif. Oui. 4 points, traiter avec célérité les vulnérabilités identifiées au niveau de la banque afin de mieux protéger cette dernière face à des exigences plus fortes en matière de fonds propres ou de liquidité. 5 points. Cinquième point, développer une culture qui donne aux superviseurs les moyens d'agir face à l'incertitude. 6e et dernier point, éviter toute complaisance. Les superviseurs doivent être encouragés à évaluer les risques avec rigueur et à envisager une gamme de chocs et de vulnérabilités potentielles afin de réfléchir aux implications des événements extrêmes aux conséquences graves. Très bien, excellent professeur. Merci pour tous ces détails. Un rapport que vous connaissez a priori par cœur. Alors, Kamel Digger, j'ai ici même posé la question au professeur Bessaha. Vous vous en souvenez peut-être encore, professeur, qui est assis ici à votre place, de savoir si l'on s'achemine doucement vers un écroulement du système. Mais il m'a répondu que non, en étayant bien entendu, comme vous venez de le voir, sa réponse. Quel est votre sentiment donc après l'affaire de la First Republic Bank? Je rejoins son avis. On n'a pas tous les indices d'un écroulement du système en entier. Je dirais que c'est les parties les plus fragiles du système qui sont en train de s'écrouler. C'est des banques malgré qui ont un certain volume, une certaine ampleur. C'est clairement qu'ils maîtrisaient mal le risque. En tout cas, ils le couvraient assez mal. En même temps, il faut se poser la question, est-ce que la Fed n'est pas en train de créer ce qu'on appelle un dérapage contrôlé? Est-ce que c'est pas le prix à payer pour maintenir l'inflation, réduire les taux d'intérêt, tout en sachant qu'il y aurait des conséquences, mais d'une manière contrôlée? Je pense pas qu'il contrôle tout, mais que le risque est plus ou moins, jusqu'à présent, est assez bien géré. Et pour preuve, la récession, comme l'a dit dans la conférence de presse de la Fed, c'est une légère récession pour l'instant. Donc, je ne pense pas que tout le système est en train de s'effondrer. C'est les parties les plus fragiles qui sont en train de réagir à la situation. Est-ce que ces parties les plus fragiles, en termes de poids dans le système financier, qu'est-ce que ça représente à peu près aux États-Unis? Franchement, je ne saurais vous dire à quel pourcentage ils le sont. Mais on ne parle pas des plus grosses banques pour l'instant. D'ailleurs, c'est elles qui sont en train de se confédérer pour réacheter et absorber la situation, résorber la situation. JP Morgan avec la First Republic Bank. Alors, Djelal Bousmina, je reviens vers vous. Alors, la Fed a tenu hier sa réunion de politique générale alors que tous les marchés étaient suspendus à la décision qui allait être prise. Elle a été prise, cette décision, annoncée par Jérôme Powell, donc le président de la Fed, en conférence de presse. J'aimerais que, si possible, vous nous fassiez une petite lecture à ce sujet. Djelal Bousmina, est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Très bien. Oui, ce que fait la Fed est une politique monétaire qu'on est sous le nom de monetary tightening, qui est une politique contraire à la politique quantitative easing que la Fed utilise pour stimuler l'économie. En d'autres termes, la Fed cherche à freiner l'économie, à faire d'éviter
inflation rate élevé. Oui, des taux d'inflation élevés. Retirant la masse monétaire de l'économie par une augmentation des interest rates. Des interest rates ont augmenté de 25 points de base pour être portés à entre 5% et 5,25%, soit les plus élevés depuis 16 ans. La Fed surveille deux indices fondamentaux en fait, à savoir le Personal Consumption Expenditures, PCE, qui est important car il mesure les dépenses personnelles des individus. L'indice a augmenté de 4,6% en mars par rapport à la même période de l'année dernière, un chiffre qui reste supérieur à l'objectif de 2%. La deuxième indice est des Employment Cost Index, ECI, qui est très important car il est lié au revenu de production. Exerce une pression à la hausse sur des inflation rates en cas d'augmentation de l'indice ECI. Les données du Department of Labor ont montré que l'ECI a augmenté 1,2% au premier trimestre, qui est un autre indicateur de la poursuite de la pression sur les salariés qui augmentent des inflation rates. Selon les données actuelles, en particulier la croissance économique aux États-Unis, au premier trimestre de l'année en cours, ce sera pas forcément au rendez-vous en 2023. Qui est inférieur aux attentes à 1,2%. Nous pourrions connaître une stagflation, qui est une meilleure option qu'une forte récession économique ou hyperinflation. Surtout que nous commençons à observer une baisse des ventes au détail dans la plupart des secteurs, notamment l'immobilier. Y compris l'immobilier. Voilà. En général, la Fed vise une inflation de 2%, mais je pense que cela impactera l'économie et causera au final une baisse de Jalal la Bousmina. croissance. Parfait, Jalal Bousmina. Professeur Bassaha, rapidement, le temps passe vite avec vous, messieurs les experts. Rapidement, monsieur professeur Bassaha, il convient de nous interroger à présent, et peut-être à juste titre, sur la santé du système bancaire américain après ce nouvel épisode, n'est-ce pas, professeur? La santé du système bancaire américain, c'est une question qui est logique après les deux faillites. Dans ce monde caractérisé par des incertitudes et au vu de nombreux chocs qui frappent l'économie mondiale, une contagion bancaire n'est pas à écarter, d'autant plus que, les petits prêteurs sont confrontés à des préoccupations importantes. Ils représentent environ 80% des prêts immobiliers commerciaux et 45% des prêts à la consommation selon Goldman Sachs. Cela les expose à des nouvelles baisses de la valeur des immeubles à usage de bureau et des dépenses de consommation, ce qui pourra entraîner une crise du crédit plus large. Et deuxième risque, les fonds spéculatifs qui parient que les actions des banques chuteront et ont enregistré un retour marqué depuis la disparition de la First Republic Bank. Nonobstant ces difficultés, le système bancaire américain demeure solide et résilient avec des fonds propres et des liquidités solides. Et à certains égards, SVB était une valeur aberrante en vertu de l'étendue de son modèle commercial hautement concentré, du risque des taux d'intérêt et du niveau élevé de la dépendance à l'égard des dépôts non assurés. Excellent, professeur. Merci, Kamel Digger. Alors, même question, elle s'impose. Les logiques, selon le professeur Bassaha, doit-on sérieusement craindre cet effet de contagion dont le professeur Bassaha vient de parler? Est-ce que la Fed, alors est-ce qu'elle doit poursuivre au fond ou pas cette politique anti-inflationniste? D'après le rapport, on comprend que oui. Je rejoins l'avis de M. Bousmina. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, c'est pour résorber l'inflation, elle est obligée de réduire les taux d'intérêt. Mais en même temps, elle devrait aussi aider les banques, ou en tout cas les banques les plus fragiles, à mieux gérer leurs risques. Ça veut dire, la situation dont elle a mis la First Bank, c'est qu'en réduisant le taux d'intérêt, elle a fait fuir les fonds de la banque. En même temps,
elle l'a pas aidé à mieux réguler, à mieux gérer les risques. Provoquer un bank run, mais exactement, voilà, sans solution. Peut-être qu'avec la nouvelle vision ou cette nouvelle approche de gouvernance, de plus solide, plus impliqué, plus capable de gérer les risques, peut-être que ce mélange-là entre la Fed et l'apport de la Fed pour mieux réguler le système bancaire va réduire le risque de ce genre de risque. Très bien, alors Kamel Digger, je continue avec vous. Alors les économistes américains envisagent davantage de difficultés durant les semaines à venir aux États-Unis, mais également dans le monde. Et selon eux, les banques centrales se trouvent devant un dilemme. Alors, celui de combattre l'inflation d'une part, comme on vient de l'expliquer, ou sauvegarder la viabilité du système. Que faire selon vous? Est-ce que ces deux approches sont-elles conciliables? Elles sont difficilement conciliables. C'est un dilemme éternel de pouvoir concilier les deux. Je pense que tant que l'environnement économique général est plutôt positif, qu'on n'annonce pas une récession globale mondiale, c'est toujours jouable avec un moindre coût et des pertes plus ou moins contrôlées. Oui. Ce qu'on risque, surtout dans ce contexte géopolitique qui est difficile, si on prend en compte le contexte géopolitique de la tension avec la Chine ou du problème du conflit en Ukraine, les situations normales peuvent être exagérées, on peut avoir facilement ou rapidement une situation de récession globale. Très bien, Kamel Digger, une peut-être dernière ou avant-dernière question avant de nous quitter. Alors, est-ce que la baisse de la confiance dans les banques régionales qui résultera inéluctablement de cette situation, est-ce qu'elle peut avoir justement des conséquences sur le niveau du crédit aux États-Unis qui, comme tout le monde le sait, est le moteur de l'économie américaine? Certainement. Il y a quasiment une relation qui est quasi linéaire entre les deux. Vous savez, le capital d'une banque ou d'un système bancaire n'est pas que les fonds, c'est surtout la confiance. Cette confiance, elle est clairement ébranlée. Le rapport de la Fed essaye de rétablir un certain niveau de confiance, mais il est clair que le niveau du crédit va être directement impacté par la situation. On va essayer de terminer avec le professeur Bessaha, peut-être une extrapolation, professeur, sur le cas de l'Algérie, même si l'on semble loin de ce qui se passe aux États-Unis actuellement. La faillite de ces 4 banques de taille moyenne aux États-Unis remet sur le devant de la scène le besoin de disposer d'un cadre de supervision rigoureux qu'il faut appliquer sans complaisance et d'une forte capacité de gestion des risques bancaires. 2 outils fondamentaux qui permettront de préserver l'intégrité du système bancaire de l'Algérie qui fait face à des risques en termes de crédit, de liquidité, de change, de gouvernance et du fait de la domination du pétrole. Face à cela, la feuille de route devrait inclure le renforcement de l'indépendance des autorités de surveillance financière, le renforcement de la gestion de la liquidité, le développement de la finance inclusive et des paiements numériques, le renforcement du cadre réglementaire, notamment sur les contrôles internes de la gouvernance bancaire et les personnes politiquement exposées, une meilleure gestion du risque de crédit, la mise en place d'un couloir intermédiaire autour duquel devraient être limitées les fluctuations des taux interbancaires, un meilleur marché monétaire, un cadre de gestion de crise devant être mis en place, ainsi que les mécanismes de surveillance du risque systémique redémarrés. Une meilleure gouvernance d'entreprise conjuguée à une réforme des programmes de subvention et une meilleure surveillance du risque de crédit contribuerait à renforcer les performances des banques. Toutes ces préoccupations sont incluses dans le nouveau projet de LMC. Reste la bonne application de cette dernière, ce qui implique des réformes structurelles très importantes. Très bien, merci professeur Abdelrahmi Bessaha. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Washington, vous êtes senior économiste au FMI. Merci à vous également Djelal Bouspina, vous étiez vous aussi aux États-Unis à Chicago et vous êtes analyste des marchés financiers. Kamel Digger, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc expert international en finance. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à votre rendez-vous hebdomadaire Les Pros de l'Éco. Merci à nos techniciens hommes de l'ombre de nous avoir permis d'enregistrer, donc d'avoir cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour Les Pros de l'Éco. Restez fidèles à L24 News.
نقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.